En quoi est-ce que Poutine et Trump se ressemblent? Et en quoi sont-ils différents? Déjà, le fait de poser ce genre de questions aujourd'hui, ça semble complètement aberrant. Et il y a quelques années, mais on n'aurait jamais pensé à comparer un président américain, avec tout ce qu'il représente, à un président russe, avec tout ce qu'il représente. Et pourtant, là, il se peut que s'ils s'entendent sur quelque chose, une des plus grandes paix jamais accomplies peut se réaliser. Parce que non seulement ils sont en train de travailler pour la paix en Ukraine, qui n'est qu'un début, mais Trump a déjà lâché pas mal d'autres idées. Et celles-ci sont les choses suivantes. Que il va accepter sans doute la répartition des terres en Ukraine, où il y a une partie qui va rester pour l'Ukraine, sans doute sous une domination russe avec lesquelles les Russes vont être d'accord. Il y a toute une partie, le Donbass, le Donetsk et tout ça, tout l'est de l'Ukraine, où ce sont des russophones de toute façon, avec la Crimée qui va rester en possession de la Russie. Et ensuite, il y a toute une partie occidentale de l'Ukraine qu'il y a de fortes chances qu'elle soit divisée après entre la Pologne, la Hongrie et la Roumanie. Alors, qu'en est-il de l'Ukraine? Qu'est-ce que l'Ukraine va devenir? Il faut comprendre que sur le plan historique, Poutine regarde ça d'une façon complètement différente. Comme le fait Trump, il faut comprendre une chose, parce qu'à force de chercher à dire que Poutine est un barjot, qu'il est malade, que toutes sortes de choses, que l'économie va mal, on ne regarde pas la vérité. Poutine est un amoureux de l'histoire russe et il la respecte énormément. Et ce que j'ai découvert sur Trump, c'est que Trump n'est pas seulement quelqu'un qui connaît bien l'histoire américaine, il connaît également très bien l'histoire européenne, il connaît l'histoire russe, et il sait respecter ce genre de choses. Et je crois que Trump et Poutine vont se retrouver là et vont se dire, nous avons besoin de faire des choses qui continuent dans l'historique de nos pays. Et là, ils vont aborder tout ça, et donc, après, ils vont pouvoir s'entendre sur des tas de choses qu'on pensait impensables. Déjà, Marco Rubio et Lavrov sont en train de parler aujourd'hui, alors que je suis en train d'enregistrer ceci. Très bientôt, sans doute de nouveau en Arabie Saoudite, parce que les deux autres dont j'ai parlé, ils sont en Arabie Saoudite, ils sont à Riyad. Mais Poutine et Trump vont se retrouver là-bas, ils vont se retrouver de nouveau, sans doute aux États-Unis, de nouveau en Russie, peut-être encore ailleurs. Et ils vont parler de tout ça, mais ils vont parler de choses encore nettement plus importantes. Trump a déjà lancé l'idée. Il a dit, si nous voulons vraiment la paix, et si nous voulons la paix dans le monde pendant un avenir qui va durer, eh bien, il s'agit d'agir pour la paix d'une façon générale. Et Trump a lâché ça comme une bombe. C'est presque contradictoire, c'est paradoxal que je dise qu'il lâche ça comme une bombe, mais il a dit, on a besoin de réduire au moins de moitié tout l'argent qu'on dépense pour les armements, ce qui permettra à nos pays de grandir bien plus, d'avoir de meilleures économies, parce qu'on n'aura pas besoin de dépenser tout cet argent aux armements. Inévitablement, ça aura des retombées sur l'Europe également, parce que l'Europe, déjà, elle n'arrive pas à faire face à ses engagements militaires. Actuellement, même tout l'OTAN était sous la protection des États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui payaient le plus pour tout ceci. Trump ne peut plus payer pour l'OTAN, et donc il faudrait que l'Europe commence à s'armer, mais elle n'en a pas les moyens. Donc quelque part, le fait de savoir que l'Amérique va s'armer moins, la Russie va s'armer moins, espérant que la Chine va suivre, d'un seul coup, il y a quelque chose qui va se passer auquel on n'aurait jamais cru. C'est qu'il va y avoir un désarmement, parce que la meilleure façon de créer la paix, c'est de progressivement aller vers un désarmement. Bien sûr, ils vont rester assez armés pour protéger leurs frontières, pour faire ceci, mais pour dépenser de l'argent, en termes d'armement, là, il faut le faire pour la protection, pour la défense, et pas pour la guerre. Vous savez, on a l'habitude de parler de défense, c'est tout simplement parce que pas mal de pays, dont les États-Unis, dans les années 40, ils ont changé un ministère qui avant s'appelait le ministère de la guerre
en ont au ministère de la Défense. Mais ça faisait partie de la manipulation pour faire croire aux gens, alors que dans les années qui ont suivi, c'est la période juste après la Deuxième Guerre mondiale où le gouvernement américain, par le biais du Pentagone, de la CIA et de tout ça, a été le plus agressif dans tous les pays, où il a financé des guerres, il a participé à des guerres, à des bombardements, etc., comme si il y aurait toujours de l'argent pour le payer. Mais aujourd'hui, si on est en train d'arriver et de revenir à une philosophie bien plus réelle, à une réalité économique à laquelle il faut faire face, si Poutine et Trump arrivent à s'entendre là-dessus, ben, il y aura des retombées sur tous les autres pays. L'Europe ne peut qu'en bénéficier. Mais il faut qu'elle change de mentalité par rapport à ça. Il faut que l'Europe également commence à penser en termes de dividendes de guerre. C'est quoi des dividendes de guerre? C'est tout l'argent qu'on ne dépense pas dans une guerre, et quand la guerre s'arrête, quand l'armement s'arrête, tout cet argent revient dans l'économie. C'est pour ça qu'on appelle ça des dividendes de guerre. Ça a été toujours le cas après les grandes guerres, après la Deuxième Guerre mondiale, parce que l'argent n'était plus dépensé dans la guerre. C'est là où l'argent est parti vers le plan Marshall, qui, en fin de compte, était assez abusif parce que, même par rapport à l'Angleterre, l'Angleterre a seulement terminé de payer sa dette envers les États-Unis il y a 2 ou 3 ans, il n'y a pas plus longtemps que ça. Donc, l'Amérique ne faisait pas ça uniquement de bon cœur, il y avait des intérêts financiers là-dedans. Et le plan Marshall a permis également d'implanter des armées à travers des tas de pays européens. La présence américaine est énorme en Allemagne, elle est également très forte en Italie, elle continue à exister en France malgré le fait que le général de Gaulle avait retiré la France de l'OTAN, mais elle reste quand même là. Elle est encore très forte au Royaume-Uni, elle est encore très forte en Pologne, et là, c'est pas qu'ils font payer ça aux autres pays, le gouvernement américain fait payer ça aux contribuables. Donc, dans le raisonnement de Trump, qui est un homme d'affaires, il se dit, ça, c'est pas des produits qui sont légitimes. Et la première chose qu'un homme d'affaires fait, c'est qu'il fait une analyse de son marché, et s'il trouve que certains de ces produits ne sont pas légitimes, il faut focaliser sur d'autres produits qui vont être légitimes. Donc, il est en train de retirer toute cette préoccupation d'un côté de guerre, il est en train de regarder comment on peut organiser un monde futur pour la paix. Et le simple fait d'en parler commence à avoir des retombées partout. Les gens commencent à en parler de façon différente. Oui, bien sûr, là, on voit quelques pays européens en train de paniquer et de se dire, mais comment on va pouvoir faire face à tout ça? Mais ils ont besoin de commencer à penser d'une autre façon. Alors, en Europe, il y a des gens que j'ai vus, ils ont dit, on ne peut pas chercher à quitter l'Europe. Et on ne peut pas faire un Frexit. Et puis l'Allemagne ne peut pas quitter l'Europe. Et tous les pays européens ne peuvent pas quitter l'Europe parce qu'ils seront tellement affaiblis. Et ça a peut-être un sens, même si les personnes qui parlent de souveraineté nécessaire pour chaque pays ont sans doute raison, mais est-ce que chacun des pays indépendamment peut survivre? Mais en même temps, quelle est l'alternative? C'est que l'Europe reste et que l'Europe soit forte, mais l'Europe ne pourra jamais être, je discutais de ça avec un ami encore il n'y a pas longtemps, une fédération comme l'est la fédération russe aujourd'hui, ou comme est la fédération américaine, parce que c'est un État fédéral, où on fédère plusieurs États, ou même comme est la fédération allemande. Parce que dans une notion de fédération, il faut que les gens soient ensemble. Le problème qui existe dans le fait de fédérer l'Europe, c'est qu'il n'y a pas la même langue. Et c'est très difficile de fédérer des gens avec la même langue. Même si j'ai vu hier, après la réunion qui a eu lieu à l'Élysée, où il y a eu quelques chefs d'État européens qui se sont réunis, et puis ils ont fait un petit TikTok, le président Macron et le chancelier Scholz d'Allemagne, où Scholz a parlé en français et Macron a parlé en allemand. Bon, avec des accents bien sûr, et c'était mignon.
Ils ont appris les phrases exactement comme il fallait les dire, même si chacun d'entre eux parle peut-être un peu la langue, j'en sais rien, je l'ignore. S'ils le parlent très bien, s'ils ne le parlent pas, on peut toujours apprendre une phrase. Aujourd'hui, il y a des coachs linguistiques partout qui peuvent vous faire ça, ou même on aurait pu faire ça avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut faire des tas de choses. Mais c'est pas ça qui va permettre au peuple de s'unifier et de s'unir autour d'un pays et d'une notion comme une fédération européenne s'il n'y a pas la même langue. Tout ce qu'il faut, c'est voyager un peu à travers toute l'Europe et on se rend compte que, en Pologne, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent le français. La deuxième langue la plus parlée en Pologne, c'est l'anglais. Malgré le fait que la Pologne a deux grands pays frontaliers qui sont l'Allemagne d'un côté et la Russie de l'autre. Les vieux Polonais parlent russe parce qu'à l'époque encore de l'occupation soviétique, le russe était obligatoire dans les écoles. Ça, c'est une des choses que l'Union soviétique a su faire, c'est que dans toutes les républiques soviétiques, qui n'étaient pas russes a priori, comme le Kazakhstan, comme l'Ouzbékistan, comme le Kyrgyzstan, comme tous les autres pays, la Tchétchénie, la Géorgie, tous les pays qui faisaient partie du bloc soviétique, l'Ukraine, etc., ils avaient tous leur langue, mais ce n'étaient pas des langues dominantes. Même le kazakh n'est pas une langue assez dominante pour qu'on puisse l'utiliser pour l'enseignement scientifique ou de mathématiques. Il manque des mots, il manque du vocabulaire. Donc la langue qui unifiait tous ces pays à l'époque de l'Union soviétique, c'était le russe. Et donc le russe était rendu obligatoire dès l'école primaire, où tout le monde apprenait le russe, et c'est autour de la langue que s'est unifiée la fédération russe. C'est pour ça qu'il y a encore des relations très fortes. On appelle ça le SNG. Le SNG, c'est la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan, qui sont les principaux pays de l'ancienne Union soviétique. Donc, eux fonctionnent tous en russe. Il y a des années, quand je voyageais en Ukraine, tout le monde parlait russe. Quand j'ai voyagé au Kazakhstan, tout le monde parle russe. Comment je le sais? Je parle russe également, donc j'ai pu converser avec eux en russe. En Pologne, ils ne parlent plus russe aujourd'hui. Donc, ils ne connaissent pas le russe. Donc, il ne peut pas y avoir une unité de ce côté-là. Mais ils ne connaissent pas l'allemand non plus. Même si l'Allemagne était... il y avait une partie de la Pologne qui était sous le coude allemand pendant de nombreuses années, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'en 1918. Et ensuite, la Pologne est réarrivée, mais les anciens qui sont morts aujourd'hui, ou sinon ils ont plus de 100 ans, ils n'ont pas connu l'allemand comme langue principale. Donc, il y a le polonais. En Allemagne, il y a pas mal de gens qui parlent une deuxième langue, mais c'est de nouveau l'anglais. Aux Pays-Bas, où on parle le néerlandais, c'est pas l'allemand qui est la deuxième langue, c'est l'anglais également. En France, c'est pas l'allemand qui est une deuxième langue, c'est pas l'espagnol, c'est l'anglais. Alors, on ne peut pas unifier un pays avec une langue étrangère. Ou est-ce que le fait que l'anglais soit la deuxième langue de tous ces pays, est-ce que ça ne montre pas que pendant un bon bout de temps, l'Europe était foncièrement inféodée aux États-Unis? Pas l'Angleterre, mais aux États-Unis. Parce que l'anglais qu'on apprend, c'est l'anglais américain. Pas qu'il y ait une grande différence, mais c'est toute l'influence de la télé, du cinéma, de la culture, de la musique. Et donc, c'est peut-être pour ça que les deuxièmes langues de tous ces pays ont été l'anglais. Mais comme aujourd'hui, il semblerait que l'Amérique soit en train de devenir un peu plus isolationniste, même si ce n'est pas vraiment le cas, ça susciterait un tout autre débat que je vais peut-être aborder dans un autre YouTube à un moment donné, mais aujourd'hui, on ne peut pas unifier l'Europe au sein de la langue anglaise. Mais s'il n'y a pas la langue anglaise, au sein de quelle langue est-ce qu'on va pouvoir le faire? Dans les années 50, il y avait la tentative d'une langue artificielle qui s'appelait l'espéranto, mais ça n'a pas marché parce que c'est une langue artificielle. Les vraies langues se prennent par les conquérants, et les conquérants obligent les conquis à apprendre leur langue. Ça a été comme ça depuis la nuit des temps. C'est comme ça que, en France, alors que
ceux qui habitaient dans la France géographique à l'époque, c'était les Gaulois, et la langue était d'origine celte. Ensuite, c'était la venue des Romains avec le latin qui ont instauré des choses. Et ensuite, les Francs sont arrivés, qui étaient une tribu germanique, mais parce qu'ils ont voulu avoir un lien au niveau de la foi, de la religion avec le Vatican. Et c'est comme ça qu'ils assumaient une certaine légitimité. Charlemagne, il a fallu qu'il soit couronné avec l'accord du pape, et c'est lui qui l'a voulu. C'est pas le pape qui l'a voulu, mais ça marchait dans les deux sens. Il fallait qu'une légitimité qui arrive au niveau de certains pays de la part du Vatican, du pape, et le pape tirait sa légitimité physique, guerrière, de la part de tous les autres pays qui allaient le protéger de cette façon-là. Mais en France, c'est le latin qui est arrivé, et ensuite le latin, c'était du latin vulgaire, et qu'on a voulu renforcer le latin de Cicéron. Ensuite, il y a eu une rupture, et le latin vulgaire est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui le français moderne, sauf avec des différences qui étaient dans la partie sud, où c'était la langue d'oc, et la partie du nord, c'est la langue d'oil. Mais on ne peut pas séparer des pays ou les unifier à moins qu'une langue commune. Alors, quel est l'avenir de l'Europe en fonction de tout ça? J'aimerais bien avoir des réponses. Mais donnez-moi vos idées là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que l'Europe peut vivre, même s'il n'y a pas une langue qui unifie l'Europe, sans parler de culture commune, etc. Parce que toute culture passe par des langues, par des chansons. En France, on écoute des chansons françaises ou américaines. Très peu de chansons d'autres pays. Et ça, c'est vrai dans tous les pays. En Pologne, on écoute des chansons polonaises ou américaines. Quelques chansons françaises ici et là, mais pas tant que ça. Donc, ceci démontre bien que la base linguistique d'un pays ou d'une entité va être fondamentale. Alors dites-moi, quel est l'avenir de l'Europe, à votre avis? Allez, mettez vos commentaires là pour qu'on puisse les lire, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Pour du contenu inédit et très approfondi, rejoignez-nous sur Les Indomptables, sur Patreon. C'est le meilleur moyen pour nous soutenir, pour que nous puissions continuer à vous amener des questions importantes qui, à mon avis, ont de l'importance pour notre avenir à nous tous. Le lien est en description.